sont les grands enjeux des mobilités. On a largement commencé à les voir avec les organisateurs, les initiateurs et puis le directeur du YARC, mais qu'on aille un petit peu plus loin peut-être sur le plan des difficultés, et puis de commencer à voir qu'il ne s'agit pas forcément d'une question d'organisation, je le disais tout à l'heure, mais d'une question également de pratique. Et peut-être qu'il faut les penser à partir d'autres logiciels en changeant les habitudes, nos habitudes. Vous avez la parole. Merci. Je voudrais à mon tour remercier les organisateurs, les participants aux travaux des nouvelles ruralités. Je me considère aussi un peu pas seulement comme directeur de l'IADT, mais aussi comme membre de l'association. Et puis j'ajoute que se retrouver avec Agrosud qui vient de renouveler sa participation à l'IADT ou au GIP IADT. Voilà, on est dans une grande famille à la fois de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'acteurs pour ces territoires et ces territoires ruraux. Alors, mon intervention va être brève. C'est pas évident de poser le cadre, il a déjà un certain nombre d'éléments ont été posés. Bon, juste rappeler peut-être le mot d'introduction et finalement dire que le titre de cette journée, les chercheurs s'y retrouvent assez bien, cette idée d'insister non pas sur l'espace rural, mais sur cette notion de territoire peu dense, ce qui ne veut pas dire qu'il faut éliminer de nos logiciels la notion de rural et de ruralité, surtout de nouvelle ruralité, ce qui se joue, ce qui se transforme dans ces territoires. Mais l'intérêt d'aborder la question par la notion donc de territoire peu dense, ça permet un peu d'abord de sortir des débats, certes passionnants mais infinis, sur comment définir l'espace rural. Ça permet d'une part de sortir de ces vieux débats, mais ça permet surtout d'avoir une notion peut-être plus compréhensive de ce qui se joue entre territoires, ça a déjà été dit, entre territoires ruraux, peu denses, très peu denses, entre territoires urbains, métropolitains, métropolisés, villes moyennes. On a posé un peu tous ces éléments, au moment surtout où les liens, les réseaux, et pas seulement les réseaux de transport, les relations, les flux, finalement, relient les territoires entre eux, relient les zones denses et les zones moins denses, les zones plus éloignées. Et puis évidemment, la question de la faible densité est une question centrale quand on réfléchit aux mobilités pour analyser ces enjeux des mobilités. J'ajouterais que ce thème des espaces peu denses permet aussi peut-être de revisiter un peu un certain nombre de clichés que l'on peut avoir sur ces espaces, sur leur caractère. Alors, on est toujours un peu à essayer de tenir les deux bouts, ne pas ignorer les difficultés, les fragilités de ces espaces, mais aussi relever toutes les initiatives, parfois même les innovations qui sont portées par ces territoires. Donc changer un peu le logiciel aussi sur ces territoires qui seraient condamnés presque à tout jamais dans le vieillissement, l'abandon, etc. Cette culture, comme dit André Valadier, l'homme de l'Aubrac, que beaucoup connaissent ici, cette culture intensive finalement de la fragilité, où on veut toujours montrer qu'on est fragile. Je retiens juste, on en parlait précédemment, le dernier rapport qui comporte des choses très intéressantes de la Cour des comptes ce printemps sur l'accès aux services publics dans les territoires ruraux. Il y a plein de choses passionnantes dans ce rapport, mais il y a une petite introduction qui m'a un peu heurté, qui dit ceci: d'un point de vue géographique, ces territoires ruraux, le plus souvent non desservis par les grandes infrastructures de transport, ça commence très fort, sont marqués par une faible densité de population, d'accord ? Une proportion élevée et croissante de personnes âgées, un relatif déclin économique et une faible attractivité. Bon, alors voilà, quand on démarre comme ça, on se dit... Donc les trois premiers, c'est un constat qu'il faut encore expliquer. Le dernier volet, c'est tout à fait discutable. Tout à fait. Et donc je voudrais, mon propos, je vais l'organiser en deux temps, revenir un peu sur ce qui se joue donc dans ces ruralités et puis poser deuxième temps un peu les enjeux de mobilité. Alors, je conteste l'idée d'une faible attractivité, du déclin économique. Je ne nie pas encore une fois des fragilités, mais si on reprend
ce titre c'est extrêmement intéressant, le nouveau découpage proposé par l'INSEE sur sa grille de densité. Juste 2-3 chiffres pour rappeler un peu le contexte. Les communes peu denses ou les communes très peu denses, c'est 90% de notre territoire national, premier chiffre. C'est, deuxièmement, 35% de la population. Et puis c'est, troisièmement, un peu plus de 21% des emplois au lieu de travail. Donc, quand on parle d'emploi au lieu de travail, c'est les emplois qui sont sur ces territoires peu denses, ce ne sont pas les territoires qui sont dans les pôles urbains et qui conduisent à des mobilités pendules. Si on regardait l'ensemble des emplois, y compris en intégrant ces emplois dans les pôles urbains, on aurait à peu près le même pourcentage que le pourcentage que j'ai cité, 35% de la population. Donc, ces espaces, ils occupent une place importante. Ils sont certes extrêmement divers. En première lecture, rappeler évidemment cette opposition que l'INSEE a fait entre des espaces peu denses et des espaces très peu denses. Et la France a introduit par rapport à la statistique européenne cette originalité, car nous avons effectivement des communes très peu denses, dont, j'insiste toujours, ces espaces très peu denses qui sont fort bien représentés dans le Massif central, c'est à peu près 35% du territoire national. Donc là, il y a déjà une première réflexion à avoir sur, on parlait de petites intercommunalités, elles sont souvent nombreuses dans ces espaces, il y a 35% du territoire national qui est très peu dense et qui regroupe 4% seulement de la population et 2% seulement des emplois. Donc on peut dire, voilà, et c'est souvent là que les enjeux les plus forts sont présents, sur les mobilités comme sur des questions économiques. Et donc, il y a là un enjeu évident, fondamental, mais parfois on oublie un peu, réellement, d'aménagement du territoire par rapport à la place qu'occupent ces espaces à l'échelle nationale. Mais en creusant encore un peu plus, évidemment, on peut voir encore des éléments de diversité. Alors, moi je m'étais amusé un peu à croiser cette grille des densités avec notre outil de zonage bien connu, le zonage en aire urbaine. Et en fait, quand on regarde un peu plus près, alors je laisse de côté les communes denses, une densité intermédiaire, urbaine, et quand on regarde ce qui se passe autour, il y a un peu 4 catégories d'espaces. Il y a des communes peu denses, mais qui sont en périphérie immédiate des espaces urbains. C'est l'essentiel de la population. On a commencé à parler avec le SNTC de ce que l'on peut travailler dans ces communes peu denses, mais autour des pôles urbains. C'est à peu près 27% de la population française. Donc voilà, il y a là des flux, des réflexions qui peuvent être engagées assez fortement. Et puis, il y a 3 autres catégories. L'autre catégorie, c'est des communes peu denses, mais plus éloignées des pôles urbains. Elles correspondent souvent à ce qu'on a évoqué, des petites villes, des bourgs-centres, et qui jouent un rôle évidemment essentiel dans ces ruralités. Puis il y a troisièmement des communes très peu denses qui sont en deuxième couronne des aires urbaines. Là, les problématiques sont plus fortes aussi, parce que la densité devient très faible et on s'éloigne encore un peu de ces pôles urbains. Et puis enfin, il y a des communes très peu denses et qui sont en plus complètement éloignées des pôles urbains. Là, on est sur ces espaces du rural, ce que les Québécois appellent le rural éloigné. J'aime bien cette formule, c'est pas le rural profond, le rural isolé, personne n'est isolé, mais c'est ce rural beaucoup plus éloigné. Et donc, bon, c'est des réflexions de typologie qui peuvent paraître un peu précises, un peu à pinailler un peu sur les détails, mais si je les rappelle, c'est qu'évidemment, selon ces types de ruralité, les enjeux de mobilité sont fondamentalement différents. Et puis, dernière remarque sur ces ruralités, bon là on vient de voir un peu les stocks, qu'est-ce qui se passe, etc. Maintenant, si on regarde les dynamiques, je voudrais juste insister sur les dynamiques. Les dynamiques, elles sont quand même assez intéressantes, et encore une fois, elles modifient un peu notre vision des ruralités. Elles peuvent montrer une grande diversité aussi de dynamique, donc d'enjeux par rapport à la thématique des mobilités, mais juste 2 repères. Premier repère, ces ruralités, ces communes peu denses ou très peu denses sont globalement en croissance démographique depuis la fin des années 90. Alors certes, il y a eu un ralentissement depuis 2008, mais
ralentissement très marqué dans les communes très peu denses, voire même une décroissance qui s'est engagée dans les communes très peu denses éloignées, ma dernière catégorie là. Mais globalement, on a une croissance démographique, et on a une croissance démographique qui est fortement reliée au solde migratoire, à l'arrivée de nouvelles populations dans ces communes peu denses et dans ces communes très peu denses. Alors même que les communes denses sont répulsives. Donc on a des soldes migratoires souvent négatifs. Avant la crise de 2008, la croissance des communes peu denses était 2 fois supérieure à la croissance des communes denses. Donc, une dynamique intéressante qui modifie un peu les images, voilà, y compris le texte de la Cour des comptes sur la faible attractivité. Évidemment, ça renvoie à l'arrivée de nouvelles populations, évidemment, ça renvoie à des mobilités résidentielles, évidemment, ça renvoie à cette dynamique-là, à des relations qui s'établissent entre les cœurs urbains et les périphéries, les communes peu denses, et donc à des mobilités de travail, au cœur effectivement, du début de cette crise des Gilets jaunes. Mais au-delà de ça, ça renvoie bien aux relations, derrière cette dynamique-là, aux relations qui s'établissent entre les pôles urbains et les communes peu denses ou très peu denses, ce qui est au cœur du sujet. Et donc on ne peut plus traiter cette question des mobilités sans voir ces relations, ces interactions. J'allais dire, le symbole de la présence du SNPC ici pose bien l'enjeu de cette première dynamique démographique. Deuxième dynamique, et je termine, les dynamiques d'emploi. Ces emplois dans les ruralités se diversifient. Alors évidemment, toujours la question, est-ce qu'on compte ce que je disais tout à l'heure, les emplois au lieu de résidence ou au lieu de travail, qui peut être un lieu de travail urbain. Mais en tout cas, on va retrouver les mêmes logiques, des gains plus forts d'emploi dans ces communes peu denses. Alors évidemment, encore beaucoup plus fort si on raisonne au lieu de résidence, parce que là on intègre les migrants pendulaires, mais globalement, les gains existent dans ces communes peu denses. Sur la période récente, ils ont reculé, mais ce qui peut surprendre, ces communes peu denses ont mieux résisté à la crise de 2008 que les communes denses, les communes des cœurs, qui ont atteint depuis 2000, si on regarde sur la dernière période, 2010-2015, ont des taux négatifs, alors que les communes peu denses ont des taux légèrement positifs de croissance de l'emploi. Donc vous voyez un peu un schéma des pensées qu'on peut avoir qu'il faut un peu contester. Alors par contre, une fragilité extrême sur les communes très peu denses. Donc voilà, ces questions tournent autour du pot, je vais y revenir depuis ce début de matinée, hein, des communes périurbaines, proches, on peut réfléchir à un certain nombre de choses, des enjeux très forts, d'arrivée de nouvelles populations, qui posent plein d'enjeux, également de foncier, de durabilité de tout ça, de mobilité, et puis des communes très peu denses qui ont des évolutions spécifiques, mais qui attirent aussi de la population, ne l'oublions pas quand même. Deux conclusions à ce premier petit point sur les ruralités. Bon, tout n'est pas négatif, et encore une fois, je plaide pour une image positive, comme l'Association Nouvelle Ruralité, de ce qui se passe dans ces espaces peu denses, des dynamiques positives, des flux de population, des flux aussi, ne les oublions pas, on les a déjà évoqués, mais de marchandises, de biens, avec des entreprises, etc. Hein. Dans l'ouvrage que vous avez cité, il y a un chapitre tout à fait passionnant sur l'industrie, finalement, dans ces ruralités qui se renouvellent et qui voilà, est extrêmement diverse et tout à fait intéressante dans ces dynamiques récentes. C'est peut-être dans les ruralités que l'industrie française résiste le mieux, hein, finalement, dans notre grand mouvement de désindustrialisation, malheureusement. Donc des capacités d'innovation, d'adaptation, on aura plein d'exemples durant toute cette journée. Puis la deuxième conclusion, j'ai déjà dit, mais j'enfonce le clou, la relation rurale-urbain est fondamentale. Et elle est au cœur, finalement, de ces nouveaux enjeux des mobilités. Deuxième point de mon intervention, on vient un peu plus à la question des enjeux de mobilité. Alors, je ne vais pas développer, mais cinq idées très brièvement. Première idée, les espaces peu denses
La faible densité ne signifie pas, contrairement parfois à certains discours, à certaines erreurs d'interprétation vues parfois de très loin du cœur métropolitain, la faible densité ne signifie pas des faibles besoins de mobilité. Et y compris par rapport à ce que je viens de dire sur ce qui se joue sur les flux de population, d'emploi dans ces espaces, ce qui se joue aussi sur les pratiques sociales, sur les pratiques de loisirs, sur les pratiques culturelles. Voilà, j'ai entendu trop de fois dire les ruraux finalement, les pratiques culturelles. Voilà, donc ils n'ont pas besoin de se déplacer. Si les choses là aussi évoluent, les pratiques de mobilité évoluent, donc faible densité signifie aussi des besoins, des forts besoins, notamment avec ces dynamiques récentes, résidentielles, évolution de l'emploi, et encore une fois, de pratiques sociales. Il y a plein de paradoxes finalement dans ces besoins. Des territoires peu denses, avec certes, ou surtout très peu denses, avec certes une part importante d'actifs qui ont un travail sur leur commune de résidence. Donc finalement, on peut se dire il n'y a pas d'énormes besoins de mobilité, puisqu'une partie des actifs ont leur travail dans leur commune de résidence. Mais très vite, quand on creuse un peu, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a d'autres types de mobilité, d'accès aux services, de mobilité entre, on l'a dit, ces communes très peu denses et des bourgs, des petites villes, voire des métropoles. Il y a des flux multiples. Et donc, encore une fois, l'enjeu des mobilités est très fort dans ces rurales. Deuxième idée, il y a une diversité de mobilité. Tout ça va ensemble. Collègues chercheurs parlent d'éparpillement des lieux fréquentés par les ruraux. Éparpillement des lieux fréquentés, une grande diversité, y compris selon les âges, selon les parcours de vie. Voilà. Donc, c'est ce qui fait un peu la difficulté de saisir ces enjeux, c'est que ces mobilités sont extrêmement diverses. Troisième idée, il y a un enjeu, et ça a été évoqué, de temporalité. Il y a l'actuel, y compris une loi qui est en discussion, il y a ce que l'on observe, et puis il y a la prospective, et il y a le futur. Et quand on traite de ces questions de mobilité, il faut tenir là aussi les deux bouts, voir les réalités, ce que l'on peut faire, et puis se porter son regard un peu plus loin dans le temps, avec ces enjeux qu'on connaît bien, qui soient environnementaux, qui soient sur la place de la grande mutation numérique et de l'intelligence artificielle, sur la question des prix du carburant, toutes ces questions qui nous amènent quand même à nous projeter, et pas seulement à regarder des réalités du temps présent. Ce qui veut dire, l'intervenant précédent l'a évoqué, que finalement en termes de réponse, il faut jouer sur ces temporalités, réponse peut-être à court terme, à moyen terme, à long terme. Ça c'était la troisième idée. Quatrième idée, je reviens sur la diversité des ruralités. Alors même si, encore une fois, ces mobilités sont diverses et on peut parler parfois d'homogénéisation progressive des mobilités, on a quand même cette diversité que j'ai soulignée dès le départ. Des communes peu denses qui peuvent être tout à fait bien intégrées aux aires urbaines, au cœur notamment métropolitain, où là les enjeux sont des enjeux à la fois de durabilité de ces mobilités, de coût social, économique, environnemental de ces mobilités, où les enjeux clés sont des enjeux effectivement de solidarité, de réciprocité, je reprends le terme du président Joly, qui sont à concevoir, à réfléchir dans l'organisation des transports. Et puis, ces communes très peu denses, ce rural plus éloigné, où là, évidemment, les enjeux sont aussi des enjeux de durabilité, mais sont encore plus fortement des enjeux d'accès aux équipements, aux services, aux emplois, où là, effectivement, l'automobile et l'autosolisme est effectivement un défi important, avec souvent un accès plus long, plus coûteux, et toute cette thématique des risques de relégation sociale, spatiale pour ces territoires,
aggravés, comme ça a été dit aussi, par des enjeux de vieillissement de la population. Mais quand on parle de vieillissement, n'oublions pas aussi les plus jeunes dans ces ruralités, parce qu'il y en a aussi, encore, et ces enjeux se posent aussi pour eux. En regardant un peu les statistiques, on considère que, par exemple, un tiers des plus de 75 ans dans les ruralités, un tiers, ont finalement, pour prendre une expression technique, ont une immobilité chronique, une difficulté de déplacement pour ces populations plus âgées, qui sont plus nombreuses dans ces communes très peu denses. Donc risque de relégation sociale et spatiale, alors avec ces termes qu'on a vu fleurir, la typologie multiple de ménages que l'on dit parfois assignés, qui ne peuvent pas se assigner à la ruralité, qui ne peuvent pas qui sont peu ou pas mobiles, y compris pour des raisons financières, d'âge, de contraintes particulières. Des ménages dits aussi vulnérables, y compris par rapport au coût de ces mobilités. Et puis, typologie aussi de ménages, c'est peut-être ceux-là qui sont aussi intéressants, qu'on oublie un peu, de ménages qui peuvent être satisfaits de leur pratique de mobilité, y compris dans des ruralités éloignées, ou des ménages finalement qui s'interrogent, mais qui ne sautent pas encore le pas pour faire peut-être évoluer leur pratique de mobilité. Et c'est peut-être sur ces ménages-là aussi qu'un certain nombre d'actions, je vais terminer là-dessus, et de réflexions peuvent être engagées. Alors justement, dernier point, cinquième idée, comment approcher ces enjeux de mobilité. Alors je ne veux pas livrer un catalogue de mesures, de dispositifs, etc. Mais juste, on va revenir sur plein d'expériences tout au long de la journée et plein de thématiques, mais juste insister sur finalement la nécessité d'avoir une approche complexe de ces questions de mobilité. Quand je dis complexe, ça veut dire évidemment, en faisant très simple, une approche qui est nécessairement par l'offre de mobilité, on en parle depuis longtemps, mais aussi, si je puis dire, par le territoire et la demande de mobilité. Alors par l'offre, évidemment, ça renvoie à la complémentarité entre les modes de déplacement, la place de la voiture, l'espoir que la voiture ne soit peut-être qu'un mode parmi d'autres, les questions de covoiturage, d'autopartage, d'autostop organisé, de transport à la demande, de transport collectif, de mode doux. On a évoqué tous ces termes depuis tout à l'heure, en tenant compte évidemment des améliorations techniques ou technologiques qui peuvent intervenir. On a évoqué un moment la question des véhicules électriques, d'autres formes. On va parler de train léger, c'est aussi dans le registre des innovations techniques ou technologiques. Donc, voilà, cette question de l'offre, avec une place importante à faire aux innovations techniques et organisationnelles. On a parlé des autorités qui peuvent organiser les choses, et avec la place clé que peut jouer le numérique par rapport à tout ça. Donc, il y a une question de l'offre. Mais je dis qu'il y a aussi une question, évidemment, de la demande qui renvoie aux pratiques et qui renvoie à la réalité concrète des territoires. Et cette approche complexe par la demande, elle conduit aussi à réfléchir sur comment on peut peut-être ajuster, revoir certains types de déplacements, notamment individuels, mais aussi comment dans les territoires on peut avoir accès aux services, aux emplois. Et je dirais que dans ce registre des territoires et de la demande de mobilité, il y a aussi place aux innovations. Et elles sont peut-être dans un registre encore plus d'innovation sociale, portée par y compris les usagers, et évidemment les acteurs, les élus qui agissent dans ces territoires. Et évidemment, ça renvoie à des questionnements très forts sur les comportements et sur les usagers, comme sur la question de l'organisation des filières économiques, des entreprises, on en a aussi parlé, les pratiques de travail, on a évoqué un temps la question du télétravail, ça renvoie à des enjeux d'urbanisme aussi,
Il y a un urbanisme des cœurs métropolitains, mais il y a un urbanisme aussi des villes petites et moyennes, des bourgs-centres, etc. Donc on voit que quand on veut travailler sur la question de la demande, il y a toute une série d'éléments reliés entre eux qui sont à poser. Et là, les choses évoluent. Terminer un peu là-dessus, les pratiques de proximité se multiplient, les points multiservices, les maisons de services au public, les pôles de santé pluridisciplinaires, la question alimentaire, et on est dans une métropole qui a travaillé ces questions-là aussi, les questions de logement, et de logement proche du travail. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ces ruralités, avec souvent la question clé qui est la nécessité que les acteurs échangent entre eux, que les territoires, leurs entreprises travaillent ces questions-là, et souvent un certain nombre de collègues chercheurs insistent sur le fait que ce n'est pas toujours évident, je ne vais pas dire ça au président Marcon, mais parfois d'associer les entreprises, certaines entreprises, dans ces ruralités à la réflexion sur les plans de mobilité, etc. Donc il y a un travail qui doit être entre tous les acteurs. Bref, je termine. C'est bien un système de mobilité complexe qui est à réfléchir dans ces espaces peu denses, avec une place importante qui est à faire au comportement, aux freins parfois psychosociaux, au changement. On voit sur plein d'exemples, l'autopartage, etc. Il y a des questions psychosociales qui se posent. Il y a la nécessité de co-construire les choses, et il y a encore des marges de manœuvre avec les usagers dans les territoires. Et c'est vrai qu'il y a des propositions qui peuvent être portées par l'association Nouvelle Ruralité pour associer aussi un peu plus les usagers dans la co-construction. Il y a un enjeu d'accompagnement. Alors ça, c'est un des grands thèmes de l'association, mais j'y reviens. On prend ma casquette un peu IADP, il y a besoin d'ingénierie aussi dans ces territoires ruraux, notamment très peu denses. Et l'ingénierie par rapport aux mobilités, et il y a eu un certain nombre d'expériences, notamment en Val-de-Loire, tout à fait intéressantes, pour essayer de travailler aussi avec les ménages, y compris les ménages que j'évoquais, qui sont encore presque prêts à changer leurs pratiques, mais alors il faut aller regarder très finement les budgets des ménages, et travailler avec eux, et on se rend compte que les résultats peuvent être tout à fait excellents, à condition qu'un certain nombre d'offres, y compris de covoiturage organisé, parfois de proximité à quelques gares ferroviaires, on en reparlera un peu plus tard. Dans ces exemples qui ont été étudiés, voilà, un accompagnement, une ingénierie assez fine auprès des populations peut être tout à fait une réussite et apporter des solutions. Alors je dis des solutions parce que c'est bien un bouquet d'offres et de nouvelles formes de demande qui a travaillé, en n'oubliant pas le numérique, qui là finalement est au cœur de tout, de l'offre et de la demande. Le numérique croise l'offre et la demande avec des attentes considérables, encore, des choses qui ne sont pas encore satisfaisantes, des fractures. Président Souchon, vous allez arriver à parler de ce qui se passait du côté du Mathieu, mais voilà, on a encore quand même des fragilités sur ces questions de dessert Internet et voire de téléphonie mobile. Et donc là, il y a une question alors, qui sera peut-être un peu moins abordée aujourd'hui, mais qui est importante, qui sera abordée via l'organisation, mais aussi par rapport à ces thématiques. Voilà, donc moi je termine juste pour dire qu'il y a des capacités d'innovation, de transformation dans ces ruralités, on les observe. Il y a un système qui change, et incontestablement. Il y a des enjeux très forts autour des mobilités, qui sont des enjeux de mobilité, mais plus globalement de développement de ces territoires. Parce qu'on touche à l'environnemental, on touche au social, on touche à l'économique, on l'a dit. Il y a des alternatives, il y a des changements. Il y a peut-être aussi, et je vais terminer par une note peut-être un peu plus taquine, il y a aussi une part de continuité, parfois de conservatisme, autour de ces questions de mobilité. Il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut encore transformer dans les comportements, dans les pratiques, y compris institutionnelles. On en a parlé longuement de ces difficultés de coordination finalement entre, compris dans notre millefeuille institutionnel. Voilà, mais il y a une capacité d'innovation. Je vous remercie. Merci Laurent. Une question Laurent, vous résumez parfaitement le cadre de ruralité contrastée, de la coexistence de modèles, de la nécessité aussi, et ça c'est important, surtout d'avoir une approche complexe, parce que la question est complexe.
Je remonte la question que j'ai posée à votre prédécesseur. Le phénomène de métropolisation, c'est-à-dire la création des grandes régions, une vision de la société qu'ont certains, voire beaucoup de gouvernements, au travers des métropoles. Est-ce que vous sentez, sur les dernières années, que ça change les choses, les regards, les décisions, les orientations? Je distingue trois niveaux. Je distingue je considère que ça nous a fait un peu de mal, et y compris, je dis, un certain nombre de chercheurs ont prêté le flanc à tout ça. Il y a le discours, finalement, qui est un peu rapide sur dire l'avenir de la France ne passe que par les métropoles, sans qu'on sache d'ailleurs comment on les définit, quels sont leurs périmètres, etc. Donc ce discours et cette idée voilà, que l'avenir n'est que, et donc après ça devient une idéologie, n'est que dans ces métropoles, en ne voyant pas, c'est un peu comme ceux qui s'enferment dans les ruralités, en ne voyant pas que ces métropoles elles fonctionnent avec leur territoire environnant, que leur définition, y compris statistique, sur lesquelles on s'appuie d'ailleurs sur les mobilités, pour définir les aires urbaines, sont beaucoup plus complexes. Et donc, la deuxième remarque, c'est que les métropoles comportent en leur sein, même si nos métropoles institutionnelles sont encore petites, sauf exception, et ne sont pas à l'échelle de l'aire urbaine, mais comportent des communes peu denses. Donc quand on dit métropole, n'oublions pas qu'à l'intérieur de ces métropoles, dans leur périmètre, il y a aussi des communes peu denses. Et puis troisièmement, effectivement, je pense que les choses évoluent. Il y a un rapport récent qui a été fait avec l'appui du CGET sur les coopérations interterritoriales des métropoles françaises. On voit, y compris la métropole clermontoise y a répondu, on voit toutes ces coopérations. Alors, elles sont encore un peu timides. Clermont, les services de la métropole, ils ont bien fait leur boulot, ils en ont repéré 7. On peut dire qu'il pourrait y en avoir plus. Mais quand on regarde à l'échelle nationale, alors y compris à Clermont, il y a des choses sur les parlementaires territoriales, etc. Et quand on regarde à l'échelle nationale, la thématique qui est la plus travaillée dans ces métropoles françaises, c'est les mobilités. C'est la première thématique qui est affichée par toutes les métropoles. Donc c'est pour ça que je dis que ça bouge un peu, mais voilà, il reste du travail et il reste des innovations qu'on fait. Allez, dernière question de géographe, je vais vous demander à devenir philosophe. La mobilité, c'est la liberté? Question un peu con de journaliste. Et Dieu dans tout ça. Ouais. C'est sûrement la liberté, mais ça peut être aussi la solidarité. Et moi, je voudrais juste, quand je disais qu'il y a des questions de comportement, j'ai vécu longtemps dans les ruralités, y compris dans un petit village de Margerie, ce point commun avec le président Souchon. Moi, dans mon village de Margerie, il y a 30 ans, quand quelqu'un se déplaçait pour aller à la ville, il demandait aux habitants du village, est-ce que vous n'avez pas besoin de quelque chose, est-ce que je peux vous amener, etc. Donc la liberté, mais aussi des formes de solidarité qui sont peut-être à réinventer. Et de fait, le covoiturage est aussi une forme de solidarité. Mais le travail qui pouvait se faire sur un plan social dans ces petits territoires, dans ces villages, les enjeux sont beaucoup plus compliqués quand on est dans un habitat dispersé du type de l'Allier. Mais quand on est dans des villages, il y a des formes aussi de liberté et de solidarité. Voilà. Merci Laurent.